la naissance du monde moderne. Nous posons un regard nouveau sur la progression de la civilisation sur notre planète. Depuis l'aube de l'humanité, des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un Dieu unique. La civilisation a vu le jour au Moyen-Orient. Depuis des millénaires, cette région constitue un carrefour entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est un épicentre économique, scientifique et culturel. Revivons la fabuleuse odyssée de l'Orient vers l'Occident. Istanbul, la seule ville au monde située à cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie. Elle a été la capitale de l'un des empires les plus puissants de l'histoire, le vaste empire ottoman. Lorsque la volonté de fonder une grande dynastie se concrétise, le sultanat ottoman devient une superpuissance de la Renaissance. Le dynamisme et le raffinement de la cour du palais de Topkapi inspirent peur et fascination dans tout l'empire et même au-delà. À son apogée, l'empire ottoman est invincible sur terre comme sur mer. Il s'impose comme un modèle politique, commercial et culturel. C'est un édifice remarquable, d'un point de vue religieux et architectural. Mais une vague de changements va menacer l'existence de l'Empire. Face au soudain progrès qu'a connu la société au XIXe siècle, les Ottomans ont compris qu'ils ne pourraient survivre qu'en s'ouvrant sur l'extérieur. C'est au tour de l'Occident d'influencer l'Orient. L'Empire ottoman va s'ouvrir sur l'Europe. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman s'étend sur 3 continents. Il contrôle la majeure partie de l'Asie de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de l'Europe du Sud-Est. À la tête de la dynastie se trouve le sultan Soliman, surnommé en Occident le Magnifique. En 1529, les 300 000 hommes de la machine de guerre ottomane arrivent aux portes de Vienne. Toute l'Europe chrétienne retient son souffle. C'est un moment clé de l'histoire. Après des mois de siège, les défenseurs de Vienne s'imposent.
La durée du conflit et l'approche de l'hiver obligent le sultan à rebrousser chemin. L'expansion ottomane a beau avoir été contenue, les Turcs restent bien installés en Europe. Dans l'ensemble, leur puissance et leur richesse demeurent intactes. Cette carte a été réalisée vers 1560 pour le sultan Soliman par le cartographe Eladj Ebul Hassan. Le drapeau ottoman qui flotte au-dessus de Belgrade, Bouda et Rhodes atteste que malgré le revers essuyé à Vienne, la majeure partie de l'Europe est désormais sous domination ottomane. Si l'armée ottomane se montre redoutable sur terre, la flotte de Soliman devient le fléau de l'Occident chrétien. Dans les coulisses du musée de la Marine, à Istanbul, se trouve un atelier de restauration. Il recèle de véritables trésors. Des vaisseaux ottomans y sont notamment entreposés. Ces galères et canots impériaux ont jadis sillonné la mer Noire et la Méditerranée. Ils retrouveront bientôt leur gloire passée. Ce sont les vestiges d'un âge où les Ottomans étaient considérés par leurs alliés et leurs ennemis comme les seigneurs des mers. Nous nous trouvons sur la plus vieille galère préservée du monde. Elle date du XVIe siècle. Il est impossible pour un historien de la Méditerranée de ne pas s'émerveiller devant une telle pièce. Chaque banc pouvait accueillir 3 hommes. Sur chacune des 2 rangées, il y a 24 bancs, ce qui faisait un total de 144 rameurs. C'est l'ère des grandes découvertes. Les États européens ont commencé à coloniser le Nouveau Monde et à développer le commerce des épices en provenance de l'océan Indien. La flotte ottomane va tenter de monopoliser ce lucratif marché oriental. Elle s'empare d'îles stratégiques, d'avant-postes côtiers et transforme ainsi la Méditerranée en un véritable lac ottoman. Pour prendre le contrôle des voies de navigation, les Ottomans ont une tactique ingénieuse. Les innombrables pirates et corsaires qui écument les mers pratiquent généralement le banditisme et le commerce illégal. Mais en concluant de judicieuses alliances, le sultan Soliman parvient à convertir les plus grands corsaires en amiraux de l'Empire ottoman. Cette miniature du XVIe siècle montre le sultan en audience avec le plus important corsaire de l'histoire ottomane, Hayreddin, dit Barberousse. Barberousse fait partie des personnages les plus charismatiques de l'Europe du XVIe siècle. Ce héros a été immortalisé dans de nombreux romans, poèmes, tapisseries et chansons, un peu sous toutes les formes. Sous le commandement de Barberousse, les Ottomans mettent à mal les échanges maritimes européens. Partout en Europe, les villes voient leurs moyens de subsistance menacés. L'Europe du XVIe siècle a beau être divisée par des rivalités internes, elle possède un ennemi commun.
Les Ottomans représentent une telle menace que l'Europe occidentale forme une sainte ligue pour se défendre. Deux des plus grandes flottes de guerre du monde vont s'affronter en Grèce, dans le golfe de Patras. La bataille de Lépante est souvent considérée comme un tournant de l'histoire. Suite à la conquête de Chypre par l'Empire ottoman, les grandes puissances, les États pontificaux, l'Espagne et Venise, ont formé une alliance. Elles étaient déterminées à régler le problème ottoman une bonne fois pour toutes. Cela s'est terminé par la défaite des Ottomans. Au cours de la bataille, les Ottomans perdront 4 fois plus de navires que les Européens et 2 fois plus d'hommes. Pour la Sainte Ligue, Lépante est une victoire majeure. Désormais, les Européens espèrent reprendre le contrôle de la Méditerranée. Mais surtout, ils entrevoient la possibilité de mettre définitivement un terme à la menace turque. En Occident, cette bataille navale est considérée comme un tournant décisif dans la lutte contre les Ottomans. Mais en Orient, ce n'est qu'une simple défaite. Il ne faudra qu'un an à l'empire de Sélim II pour reconstituer sa flotte. La bataille de Lépante est loin de signifier la fin de la domination ottomane. Les relations des puissances commerciales européennes avec les Ottomans oscillent entre alliance et défense. Des ambassadeurs de François Ier et Élisabeth Ier sont envoyés en mission diplomatique en Turquie, afin de conclure des traités d'alliance et de commerce, devenus essentiels à la survie de l'Europe. Cette miniature ottomane représente le roi Jean II de Hongrie, s'inclinant devant Soliman, le père de Sélim. Elle prouve l'influence que les Ottomans continuent d'exercer sur le monde occidental. Il est impossible de comprendre l'Europe sans les Ottomans et réciproquement. Cela n'est pas seulement valable pour le règne de Soliman le Magnifique, mais du début à la fin de l'Empire. L'identité européenne s'est construite à la fois dans l'alliance et dans l'opposition avec les Turcs. Les deux entités se sont forgées mutuellement. Au palais de Topkapi, des visiteurs venus d'Occident découvrent une cour impériale capable de rivaliser avec n'importe quelle cour européenne de la Renaissance, que ce soit en matière de richesse, de goût ou de démonstration du pouvoir. Leurs récits sur les splendeurs de la cour du sultan vaudront à ce dernier son surnom de Soliman le Magnifique. Mais l'héritage le plus important de Soliman, c'est peut-être un système de gouvernement qui sera largement adopté à travers le monde et qui est souvent toujours en vigueur. La deuxième période du règne de Soliman a vu la création du premier gouvernement moderne. Le gouvernement de Soliman reposait sur une armée régulière, un puissant système de taxes et une administration solide. Les États européens modernes se sont inspirés de ce modèle pour établir leur propre gouvernement. Topkapi ne s'est pas seulement imposé comme un modèle administratif, c'est aussi un exemple d'architecture. Les Ottomans y ont rassemblé divers styles artistiques d'Orient et d'Occident pour créer leurs propres moyens d'expression. Les sultans qui ont succédé à Soliman ont perpétué la tradition et doté le palais de réalisations encore plus élaborées. Aujourd'hui,
un groupe de restaurateurs reprend le travail des maîtres artisans de la période classique. La faïence qu'on trouve au palais de Topkapi est représentative du style ottoman de l'époque. On est en train de peindre les parties restaurées des carreaux à l'aide de couleurs strictement identiques aux originales. Le kiosque d'Erevan, construit entre 1635 et 1636, commémore la prise d'Erevan, actuelle capitale de l'Arménie. Il témoigne de la richesse de l'art ottoman, toujours alimenté de nouvelles conquêtes. Revenons au temps de Soliman. En 1550, il est au sommet de sa puissance. Il veut apposer sa marque sur la ville d'Istanbul, un symbole de son règne qui éblouira le monde entier. Pour cela, il fait appel à un génie de renom, un certain Mimar Sinan. Architecte en chef de l'Empire pendant 50 ans, Sinan a dessiné et supervisé la construction de centaines de monuments ottomans, de Damas à Istanbul. Soliman charge Sinan d'ériger le plus haut et vaste complexe de bâtiments de l'histoire de la capitale, la mosquée Souleymaniye. L'incarnation suprême de la puissance de l'État ottoman. Aujourd'hui encore, elle domine majestueusement la ville. À la mosquée s'ajoutent 4 écoles, une soupe populaire, des bains publics, un caravansérail, un hôpital ainsi qu'un mausolée qui sera la dernière demeure du sultan Soliman. Le complexe Souleymaniye devient rapidement le point de convergence d'Istanbul. Le vendredi, les gens affluaient des 4 coins de la ville pour prier ensemble. En sortant de la mosquée, ils rencontraient des amis, des connaissances, des personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps. Ils conversaient dans un esprit de camaraderie, comme le faisaient jadis les Grecs dans l'Agora ou les Romains dans le Forum. C'était la perpétuation au XVIe siècle de cette tradition antique. En architecture, on ne juge pas les bâtiments à leur hauteur ou à leur taille, mais à la quantité de lumière qu'ils laissent entrer. Les dômes conçus par Sinan sont extrêmement lumineux. Dans une église, par exemple, on peut parfois se sentir tout petit. Ici, ces immenses lustres nous rappellent la dimension humaine de l'édifice et on ne se sent pas écrasé. L'harmonie des formes et motifs géométriques résulte de la volonté de Sinan de créer un espace unifié, pour fixer dans la pierre la vision très ordonnée que les Ottomans avaient du monde.
Chez les Ottomans existait le concept de Nizam-i-Alem, l'ordre du monde. Ils attachaient beaucoup d'importance à cette valeur. Tout était extrêmement organisé et ils pensaient de façon très pratique. Quand ils accomplissaient une tâche, c'était pour obtenir des résultats, et ces résultats devaient être pérennes. Traditionnellement, on considère que la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle marquent les prémices du déclin de l'Empire ottoman. Mais en réalité, l'Empire est alors florissant. Il s'étend en Afrique, en Asie et en Europe, d'Alger à Mossoul et de Médine aux portes de Vienne. Les Ottomans contrôlent les carrefours commerciaux des routes issues de tous les continents et sous-continents entre l'Orient et l'Occident. Les marchands ottomans prospèrent dans la capitale et les provinces côtières. La petite ville de Birgi, dans l'actuelle province d'Izmir, a conservé son caractère ottoman. Au milieu des maisons traditionnelles, subsiste un vestige de cette époque d'opulence. Construite en 1761 et préservée dans son état d'origine, la résidence de Çakır Aga apparaît à première vue comme une maison en bois typique de l'Anatolie occidentale. Ce magnifique bâtiment de 2 étages appartenait à Şerif Ali Aga, propriétaire de la tannerie locale. De petits détails de l'ornementation révèle que le commerçant anatolien est en fait un citoyen du monde. Des motifs occidentaux reflètent les idées apportées dans les ports ottomans par les marchands français, anglais, hollandais et vénitiens qui faisaient escale à Birgi. Derrière les frises de Çakır Aga se cache une histoire. Şerif Ali Aga avait 2 épouses. L'une venait d'Istanbul, la vibrante capitale, et l'autre d'Izmir, le grand port marchand. Toutes 2 se languissaient de leur ville d'origine. Une solution fut trouvée. Pour les réconforter, leur mari fit peindre leurs villes respectives sur les murs de leurs chambres. Ici, Izmir, et là, Istanbul. Ces reproductions illustrent ce qui a été le moteur économique de l'Empire, à plus de 500 km au nord. L'avènement de l'époque moderne va poser de nouveaux défis aux Ottomans. La pression et l'influence de l'Europe se font désormais sentir jusqu'à Istanbul. L'élite ottomane développe de nouveaux points de vue. Aujourd'hui, le long du Bosphore, on peut observer des traces de cette période de transition. Le Bosphore est un bon exemple de ce changement. Au XVIIIe siècle, le centre-ville se désagrège. Le palais n'est plus le centre de la ville. Le Bosphore devient une vitrine où l'on peut afficher sa richesse,
en construisant des villas au bord de l'eau. Sur les rives du Bosphore, les Ottomans bâtissent de luxueuses demeures de style occidental. La plupart de ces villas sont orientées de façon à profiter de la vue sur le Bosphore. À l'arrière, on trouve un immense jardin destiné entre autres au harem. Mais les demeures sont vraiment implantées au bord de l'eau. Cette façon de profiter de la ville n'existait pas auparavant. Cette nouvelle culture du plaisir n'est pas l'apanage de l'élite ottomane. De plus en plus de diplomates européens viennent s'installer dans des ambassades construites au bord de l'eau. Le Bosphore est devenu une sorte de grand canal. Comparé à celui de Venise, il est immense. Ici, les gens affichent leur pouvoir par leur seule présence sur cette portion de littoral. Le détroit du Bosphore marque la frontière entre l'Europe et l'Asie et a toujours été une importante voie commerciale. Lorsque les échanges entre l'Europe et les Amériques ont commencé à éclipser les vieux marchés méditerranéens, un nouvel ordre mondial a émergé. Au XVIIIe siècle, la société était déjà en pleine mutation. Les Méditerranéens étaient marginalisés. C'était vrai pour les Ottomans, mais également pour les Vénitiens et les Espagnols. L'économie atlantique était en pleine expansion. Je parle des Hollandais, des Anglais et dans une certaine mesure des Français. L'équilibre du monde était en train de basculer. Dans ce nouveau monde, les Ottomans ont senti qu'ils avaient perdu leur influence sur l'époque et sur le cours des choses. Depuis la Révolution française, en 1789, l'étincelle du nationalisme s'est enflammée au sein de l'Empire ottoman. Dans ce monde récemment industrialisé, une puissante vague d'agitation sociale et politique prend de l'ampleur. Soutenues par les puissances européennes, les minorités non musulmanes de l'Empire ottoman réclament leur indépendance. En 1827, dans le cadre de la guerre d'indépendance grecque, le Royaume-Uni, la France et la Russie anéantissent la flotte ottomane lors de la bataille de Navarin. L'Empire commence à se fissurer sous le poids du nationalisme. En 1830, les Ottomans se voient obligés d'accorder son indépendance à la Grèce, et leur contrôle sur l'Égypte n'est plus que théorique. En 1875, la Serbie, le Monténégro, la Valachie et la Moldavie déclarent leur indépendance. En 1878, les Ottomans perdent le contrôle de la Bulgarie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Roumanie. La carte de l'Empire, ravagée par la guerre, est redessinée. Il devient urgent d'empêcher la totale désintégration de l'Empire. Ce décret royal s'inscrit dans un mouvement de réforme qui va bouleverser l'Empire ottoman. Les Tanzimat, réorganisation en turc. L'élite ottomane commence à restructurer son administration, mais cette fois selon le modèle ouest-européen. C'est dans l'armée que le besoin de réorganisation se fait le plus vivement sentir. On importe des uniformes et des pièces d'artillerie de France et d'Angleterre. Peu à peu, une armée ottomane moderne voit le jour. Le sultanat ottoman doit prévenir les offensives extérieures à l'est comme à l'ouest et multiplier les symboles forts de sa puissance.
même dans les coins les plus reculés de l'Empire. Nous sommes à plus de 1500 km d'Istanbul, à l'est de l'Anatolie. C'est sur la route de la soie, près de la frontière iranienne et face au mont Ararat, que les effets du nouvel ordre mondial sont les plus visibles. Ils prennent ici la forme du palais d'Ishak Pacha. Cet imposant palais fortifié était essentiel au contrôle de ces rudes territoires frontaliers. Il a été une plateforme stratégique durant les 2 années du conflit qui a opposé les empires perses et ottomans au début du XIXe siècle. Le palais est un véritable carrefour de civilisation. Construit au XVIIe et XVIIIe siècle, son architecture flamboyante reflète un mélange de styles persans, géorgiens, arméniens, seldjoukides, ottomans et occidental. L'intérieur évoque une version miniature du palais de Topkapi. On y trouve des cours de justice, un harem et une magnifique mosquée privée aux dimensions impériales. Ici, des versets du Coran ont été sculptés dans la pierre. Bâti à la demande du gouvernement central, le palais d'Ishak Pacha a été étroitement contrôlé depuis Istanbul pendant près de 2 siècles. C'est le symbole ultime de la puissance ottomane en Anatolie orientale. Il témoigne des efforts déployés par les Ottomans pour maintenir leur domination, même aux confins de l'Empire. Le gouvernement central ottoman a également fait en sorte de contrôler de près la route sacrée du Hadj, en Syrie. Damas est un des joyaux de l'Empire ottoman. Elle bénéficie des échanges avec l'Extrême-Orient le long de la route du Hadj et du commerce européen grâce aux ports de la Méditerranée orientale. Elle devient la vitrine du modernisme ottoman. Dans la vieille ville, au cœur d'un dédale de ruelles, se niche un trésor du XIXe siècle. Bâti en 1830, Beth Nizam accueillait autrefois de riches familles marchandes. De prime abord, elle apparaît comme une demeure damascène typique. Les maisons damascènes sont connues pour leur architecture. Elles sont organisées autour d'une cour intérieure. Il s'agit du cœur de la maison. Elle est toujours très grande, arborée, avec des fontaines. Et au sud, on a toujours cet iwan, où l'on reçoit les invités. En y regardant de plus près, on note des indices révélateurs du lien étroit qui existait entre Istanbul et Damas au XIXe siècle. Les influences arabes, ottomanes, mais également anciennes et modernes, se reflètent sur les murs. Ces motifs sont très typiques. Ils remontent probablement au XIIIe siècle. Puis, autour de 1830, un style nouveau est apparu. On appelle cela le baroque ottoman. Les formes sont plus voluptueuses, les reliefs beaucoup plus marqués. C'est un style très chargé. Le baroque ottoman occupe une place très particulière dans l'histoire de l'architecture intérieure. Il est directement lié aux tentatives de modernisation de l'Empire ottoman.
Cette demeure révèle que les réformes du sultan Mahmoud II étaient parvenues à améliorer les relations entre le palais et les provinces. Ici, c'est ce qu'on appelle la salle des grands hommes. Avec ses énormes sculptures et ce stuc doré, ce style extrêmement chargé semble directement inspiré du château de Versailles. Et pourtant, il vient d'Istanbul. Habituellement, les murs d'une maison damascène traditionnelle sont blancs. Ceux-ci sont ornés de fresques de style italien. Istanbul était alors un symbole de modernité dans tout le monde ottoman. Les bas-reliefs qu'on voit ici sont des paysages d'Istanbul, un dôme, un minaret. On a mélangé l'identité ottomane islamique avec la richesse et la force du style baroque qui prédominait alors en Europe. Et si on observe le plafond, on voit immédiatement les symboles du sultan ottoman. Tout cela exprime la volonté ottomane de se moderniser et d'être sur un pied d'égalité avec la culture européenne, tout en conservant son identité dans une période de crise et de tension. Malgré ses efforts pour garder le contrôle de l'Empire, l'axe économique et politique mondial penche désormais vers l'Ouest. Les usines européennes produisent en série des biens manufacturés, des biens d'équipement ménager et même des tissus venant d'Europe inondent les étals des bazars ottomans. Les caisses de l'Empire se vident rapidement. Et des pays comme la Grande-Bretagne et la France profitent de leur avantage économique pour exiger des accords commerciaux plus favorables. Au fil des interactions entre ces deux mondes, la culture ottomane finit par influencer durablement l'Europe occidentale. La fascination pour ce monde s'inscrit dans un mouvement intellectuel occidental alors en plein essor, l'orientalisme. Pour la première fois, des œuvres majeures du Moyen-Orient, telles que les Roubaïyat, du perse Omar Khayyam ou les Mille et une nuits, arrivent sur les marchés occidentaux, traduites par des voyageurs européens. Ces œuvres dépeignent le Moyen-Orient comme un lieu d'intrigue et d'incertitude. Inspirés par ces récits, des artistes se rendent en Orient. De leurs peintures se dégage à la fois une certaine sensualité et un sentiment de danger. Ce qui est fascinant dans cette période, c'est que l'Orient est représenté de façon très manichéenne. Il y a la version avec les morts et les Turcs assoiffés de sang, et d'un autre côté, cette idée très romantique d'un lieu mystique et sensuel où tout est merveilleux et où l'air est empli d'un parfum suave. C'était l'époque du colonialisme. C'était comme si l'Occident s'appropriait les découvertes faites dans certaines parties de l'Orient. Et pourtant, c'était un monde très difficile d'accès, qui avait son propre mystère. C'est ce qui transparaît dans les tableaux. L'idée que malgré sa présence dans de nombreux pays orientaux, l'Occident ne pourrait jamais saisir la véritable essence de l'Orient. Dans la réalité, les sultans successifs se battent pour maintenir la cohésion entre des peuples de plus en plus disparates. Les réformes du Tanzimat rompent avec la tradition. Initiées à partir de 1839,
Elles remplacent l'ancien système des milettes et garantissent aux communautés minoritaires ou nations de l'Empire un statut égal à celui des citoyens musulmans. Dans ce décret impérial, le sultan Abdülmecid Ier s'engage à ce que toute discrimination d'un de ses sujets, pour une question de religion, de langue ou de race, soit à jamais supprimée du protocole administratif. Toujours dans le but de se maintenir au niveau de l'Occident, le sultanat ottoman prend ses quartiers dans un nouveau lieu, sur la rive européenne du Bosphore. Aujourd'hui, des gardes continuent de veiller sur le palais de Dolmabahçe. Cet exemple du style rococo ne détonnerait pas parmi les châteaux français. Ce luxueux palais représente l'apogée de l'ère des Tanzimat. Bien qu'il affiche tous les attributs d'une grande nation européenne, l'Empire ottoman ne s'est occidentalisé qu'en surface. Derrière la riche façade du palais, les réformes commencent à montrer leurs limites. Les efforts de l'administration ottomane peinent à convaincre les différentes nations de l'intérêt à demeurer des membres de l'Empire. Les Tanzimat ont bien démarré dans les années 1840 ou 50. Mais d'une certaine manière, elles étaient vouées à l'échec. Il était très compliqué pour l'Empire de se transformer pour répondre aux besoins, aux désirs et aux attentes de ses États-nations. C'était perdu d'avance. Le projet était trop complexe et trop moderne pour la structure de l'Empire ottoman. Le palais de Dolmabahçe est décoré avec un mobilier et des ornements d'une extrême finesse, majoritairement originaires d'Europe. Ce lustre, offert par la reine Victoria de Grande-Bretagne, est la pièce maîtresse de la salle de cérémonie. C'est le plus grand lustre en cristal de Bohême au monde. Il domine la pièce et symbolise l'influence des puissances européennes au cœur même de l'administration ottomane. L'occidentalisation est un processus coûteux. Jusqu'en 1850, l'Empire ottoman était le seul empire de l'époque à n'avoir jamais contracté de dettes extérieures. Mais il s'appuie dorénavant sur des capitaux européens. Le palais de Dolmabahçe respire le pouvoir. C'est l'incarnation d'un empire moderne ou d'un empire qui tente de se moderniser. Bien évidemment, cela a un prix. La dette des Ottomans coïncide plus ou moins avec la construction du palais, vers 1850. Mais le palais ne sera qu'une goutte d'eau dans l'énorme dette qui va contraindre l'Empire à déclarer faillite en 1875. Une réforme politique s'impose si l'Empire veut avoir une chance de survivre. C'est dans cette pièce, en 1876, que la formation du premier Parlement ottoman est officiellement annoncée. Mais cette nouvelle ne suffit pas à maintenir la cohésion de l'Empire. Malgré les efforts de modernisation des Ottomans, le déplacement de l'axe économique et politique mondial vers l'Ouest annonce la fin de leur suprématie. Une dernière tentative sera menée pour rassembler la majorité islamique de l'Empire.
Cette ancienne gare de triage, au sud de Damas, était autrefois l'une des principales étapes du pèlerinage vers la Mecque. Ces vieilles locomotives sont les témoins silencieux d'une importante période de l'histoire du Moyen-Orient. Jadis à la pointe de la technologie, ces machines ont pour la première fois transporté des pèlerins du Hadj en 1908. Ils voyageaient sur le chemin de fer du Hedjaz, construit sous le règne du sultan Abdulhamid II. Tout au long de l'histoire de la civilisation musulmane, les sultans et les califes ont veillé au bon déroulement de ce pèlerinage annuel. Ils légitimaient ainsi leur pouvoir. En protégeant les pèlerins, ils protégeaient les villes saintes et étaient donc de bons dirigeants et de bons musulmans. Le sultan Abdulhamid II a décidé d'associer ce droit sacré à l'industrie moderne. La voie ferrée suit l'ancienne route des caravanes de dromadaires. Elle ramène à 3 jours la durée de cet épuisant voyage qui en prenait 40 auparavant. La route part de Damas et s'achève à Médine. Elle apporte de précieuses innovations à la région et renforce les liens entre l'Empire ottoman et certains territoires islamiques clés en cette période d'instabilité. Le chemin de fer incarne le projet d'union islamique du sultan. L'objectif est de rassembler les musulmans au sein de l'Empire et au-delà. 1300 km de rails sont posés à travers le redoutable désert d'Arabie et les montagnes du Hedjaz. La main-d'œuvre est composée exclusivement de musulmans. L'acier vient de Belgique, les ingénieurs et la technologie d'Allemagne. Le sultan Abdulhamid a fait appel au savoir-faire industriel européen. L'industrie allemande a joué un rôle important dans la construction de ce chemin de fer. Nous en avons la preuve ici. Ces 2 plaques attestent de la collaboration entre des sociétés allemandes et ottomanes. Mais l'Empire ottoman est en déficit et le projet du Hedjaz semble un rêve impossible. Par chance, près d'un tiers du coût de ce vaste projet public sera financé par des dons. Des musulmans du monde entier participent à cette grande entreprise, afin d'aider leurs frères pèlerins à rejoindre la Mecque. Dès son ouverture, la ligne transporte des pèlerins par milliers. Mais elle devient également une cible. Au cours de la Première Guerre mondiale, la voie ferrée du Hedjaz est irrévocablement endommagée par les attaques alliées, menées notamment par Laurence d'Arabie. Le lien puissant entre l'Empire ottoman et la Terre Sainte est rompu. Le train n'ira plus jamais jusqu'à Médine. Le projet du Hedjaz a été une importante réalisation pour le monde islamique, mais il n'a pas pu endiguer la vague du changement. Paralysée par les conflits civils et criblée de dettes, la dynastie ottomane arrive à son terme. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que s'achève l'histoire d'un des plus grands empires que le monde ait connu. À son apogée, l'Empire ottoman s'est étendu d'Alger à Mossoul et de Médine aux portes de Vienne.
les Ottomans ont dirigé et préservé la région la plus dynamique du monde. Une terre qui, depuis l'Antiquité, a façonné le monde moderne, en lui apportant l'agriculture, les villes et la croyance en un Dieu unique et universel. Une terre qui a nourri les brillants esprits à l'origine de la Renaissance européenne. Ce carrefour de l'Orient et de l'Occident a inspiré l'histoire de la civilisation pendant 12 000 ans. Et cette histoire est loin d'être terminée.